Eh bien, salut à tous, c'est le doc. J'espère que vous allez bien et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Je sais que tous les vidéastes s'amusent à dire ça, ça revient systématiquement, mais là, pour le coup, c'est le cas. Alors là, vous êtes en train de regarder un épisode de Carnet de guerre parce que oui, j'ai lancé mon propre podcast qui s'intitule Carnet de guerre, que vous pouvez retrouver sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Vous adorez les épisodes et je vous en remercie. Donc, il y a directement les liens en description. Et j'ai décidé de mettre certains épisodes sur YouTube afin que des personnalités puissent raconter leur vécu, des histoires assez extraordinaires, afin de vous donner de la force, de la motivation et surtout pour vous faire relativiser par rapport à certaines problématiques que l'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. C'est une émission assez stoïcienne et j'en suis sûr que ça va vous plaire. Alors aujourd'hui, on va parler d'une maladie extrêmement grave, le cancer. Et pour introduire cette vidéo, eh bien, je dois vous dire que cette dernière est monétisée. Mais attention, je ne vais pas récupérer le moindre centime de cette vidéo puisque c'est mon invité Stan qui va choisir à la fin de cette dernière une association afin que l'on puisse donner l'argent qui a été accumulé grâce à vos vues et cet argent sera utilisé par la suite par l'association parce que je pars du principe que ce n'est pas à moi que ça revient et j'ai envie de pouvoir apporter une pierre à l'édifice et c'est votre cas aussi parce que chaque vue sur cette vidéo permet de gagner quelques centimes et ces centimes seront reversés ensuite à l'association. Donc merci à vous les barons parce que en regardant cette vidéo, vous êtes utile. Stan, c'est un plaisir de te recevoir pour ce premier épisode de Carnet de guerre directement sur la chaîne YouTube. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire parce qu'elle est assez extraordinaire et elle est assez, comment dire, elle est terrible dans un premier temps, mais la fin a été plutôt salvatrice. Donc, peux-tu nous raconter ton vécu? Je te laisse la parole. Alors, ça commence. Alors, déjà, merci pour l'invitation en premier temps. Je suis très honoré d'être le premier de cette série qui a un très beau but. Alors, mon parcours, c'est un peu complexe. Ça démarre très jeune. J'avais 6 ans quand c'est arrivé. J'habitais du coup dans un immeuble, je me souviens. C'était une nuit. Et donc, c'est un ostéosarcome que j'ai eu. Donc, un ostéosarcome, c'est une tumeur de la moelle osseuse. En fait, c'est souvent ça se touche le cartilage, donc c'est souvent chez les enfants. C'est un cancer qui est quand même relativement grave. Et en fait, je me suis réveillé une nuit avec une douleur affreuse et un œuf d'autruche à la place du genou. Direction le médecin, IRM, IRM cancer. Donc moi, j'habite pas très loin de Lyon, donc on m'a envoyé dans les meilleurs hôpitaux de Lyon. Donc c'était le centre Léon Bérard qui m'a traité. Ça a duré 1 an de chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est un traitement assez lourd. On perd ses cheveux. Bon, visiblement, je ne l'ai peut-être toujours pas récupéré. Euh, on perd ses cheveux. On a la nausée, ça affaiblit. Donc, on est très, très faible. Et à 6 ans, on a la chance, par contre, de l'avoir jeune. J'ai eu la chance de l'avoir jeune parce que je pense que si tu en as un, si tu as un cancer à 20 ans, tu as forcément plus de recul sur la vie, etc. Et tu le vis beaucoup moins bien. Donc, j'ai eu, entre guillemets, la chance de l'avoir assez jeune, de ne pas réaliser tout simplement ce que c'était. C'est moi, quand mon médecin m'a diagnostiqué mon cancer, il m'a filé une peluche, j'étais content. Donc, tu vois à quel point je réalisais pas. Donc, une fois arrivé à l'hôpital, tu te fais vite fait des amis et c'est là que tu te rends compte, tu commences à prendre conscience en fait de la gravité de la chose. Moi, j'avais une amie donc qui était dans la chambre d'à côté et finalement, en fait, on rentrait les week-ends une fois par mois, un week-end, on pouvait rentrer chez nous. Et si tu veux, il y a un week-end où il y a un lundi où elle n'est pas revenue. Et on m'a pas dit tout de suite pourquoi, mais en fait, malheureusement, elle était décédée. Mais en fait, inconsciemment, j'avais compris. Et du coup, même à 6 ans, on se rend compte que c'est assez terrible, finalement. Une fois passé le cancer, j'étais en CP du coup, parce que j'avais 6 ans et j'avais quand même des facilités à l'école. Donc, quand je suis arrivé en CE1, on m'a proposé de sauter une classe. Les points positifs du cancer, c'est que ça fait quand même, enfin de la maladie en règle générale ou des épreuves compliquées, c'est que ça fait mûrir assez vite. Et du coup, quand on m'a proposé de sauter une classe, j'ai refusé pour la simple bonne raison que j'avais du mal à me faire des amis. Déjà parce que j'étais un peu différent. Et ensuite, par rapport à mon cancer. Donc, du coup, j'ai préféré rester dans la classe de mes amis. Ensuite, j'ai eu un cursus assez classique en termes académiques, etc. Mais cette maladie, en fait, elle a été
Euh, Elle est assez longue parce que maintenant, en fait, elle m'a coûté ma jambe gauche. J'ai une prothèse à la place de la jambe. J'étais le premier en France à être opéré comme ça. C'est une prothèse de croissance qui s'appelle Stanmore. Voilà, ils ont bien choisi le premier cobaye. Donc, c'est des Stanmore. C'est une prothèse qui grandit en fonction de ta taille. Donc, là où j'ai été le plus opéré, finalement, c'était en période de croissance. Donc, c'était de mes 14 à 17 ans. En fait, j'ai changé ma première prothèse à 14 ans, donc à 6 ans, de 6 ans à 14 ans. Et ensuite, de 14 à 17 ans, j'ai dû la changer une deuxième fois. Les rallongements de prothèses, ça se passe. Comme j'étais un cobaye, ils ne savaient pas trop comment ça se passait. Donc, en fait, c'était un espèce d'anneau. Ça marche par électromagnétisme. Et on ne m'endormait pas. Il n'y avait aucune anesthésie générale ni locale. Donc, du coup, ils me mettaient un anneau autour de la jambe. Et ça grandissait de. Au début, c'était très barbare, les premières prothèses et les premières technologies, parce que moi, ça fait 20 ans que j'ai ça. Du coup, maintenant, il y a beaucoup de recul. J'ai un gros recul sur l'avancée technologique de l'hôpital. C'est fabuleux. Si tu veux, ils te mettent l'anneau, ça te fait grandir d'1 centimètre en 10 secondes. Autant te dire que ton muscle, tes tendons, rien n'est prêt. Donc, ça fait chauffer autour de 300 degrés. Donc, on appelle ça des épanchements, c'est des grosses inflammations qui font que tu as plein d'eau dans le genou parce que ton corps se défend contre l'inflammation, l'agression extérieure. Et voilà, donc ça m'est arrivé une vingtaine de fois, une vingtaine de rallongements de prothèses, donc parce que je grandissais. On me l'a changé à 14 ans, donc quand on les change, c'est des opérations qui sont plus lourdes, ça dure 12 heures à peu près. Donc ils t'endorment 12 heures. Mon chirurgien a fait un énorme travail, il m'a suivi jusqu'à 22 ans, j'en ai 26. Il m'a suivi jusqu'à 22 ans alors que c'est un pédiatre, donc il devait avoir que jusqu'à 18 ans, mais il a fait une dérogation pour me suivre encore après, donc très beau geste. Donc à 17 ans, ça c'est la période lycée, c'est la période, tu sais, où en plus moi j'étais un peu populaire, donc c'est un peu compliqué de. Hop, je vais couper mon Facebook, je suis navré, tac. Donc tu es un peu populaire et tu as une certaine image, c'est les premiers instants de ta vie où tu commences à comprendre un petit peu l'image de soi. Et du coup, là, rebelote, une dernière opération à 17 ans, c'est celle que je t'ai envoyée, la photo que je t'ai envoyée sur Gmail. C'est une opération qui était assez dangereuse parce que à 14 ans, en fait, quand ils m'ont changé la prothèse, il y a eu une infection, donc avec le métal et le sang. Et si ça serait infecté, c'était un peu un flip coin, c'était un peu un pile ou face si ça serait infecté. Et si ça serait infecté, il y avait potentiellement des grandes chances que je décède. Donc quand tu apprends ça, ton chirurgien te convoque pour te dire qu'il y a c'est un peu un ouais, c'est ça, un pile ou face sur si tu vas vivre l'année prochaine ou pas. Il y a il y a une espèce de prise de conscience instantanée, tu vois. Et je me souviendrai que cette nuit, j'avais commencé la muscu vers 16 ans parce que justement, j'avais besoin de ça pour extérioriser cette problématique qui, depuis 20 ans, me suivait en fait. Et puis, j'étais très maigre. J'étais très, très maigre. Je crois que je suis pas très grand. Et en fait, si tu veux, mon poids, il tournait autour de 40 kilos à une époque et c'était très, très, c'était anorexique, pareil, hein. Et du coup, je me suis mis au sport pour me sentir mieux. Et à mes 17 ans, donc ça s'est très mal passé, enfin bien passé au niveau hôpital, etc. Mais mentalement, ça s'est très mal passé et je suis retombé très très bas en termes de poids. Et c'est là que mon parcours en musculation, si tu veux, il a vraiment commencé. Parce que quand je suis sorti de l'hôpital, j'avais 3 mois de convalescence à me remettre sur pied, c'est le cas de le dire. Et j'avais donc ce qu'on appelle j'avais une attelle, j'avais des béquilles, j'avais de la rééducation. Donc je pouvais plus rien faire. Et là, j'étais en dépression, mais totale. Tu vois, totale. Quand je suis revenu au lycée, j'avais plus envie d'être au lycée, tu vois. Ça n'avait plus trop d'intérêt. Pourtant, j'ai jamais été très académique. J'ai eu des facilités, mais j'étais pas académique. Et du coup, ça fait que j'ai fait un décrochage scolaire à tel point que je me suis fait virer de mon lycée pour trop d'absentéisme, hein, tout simplement, ce qui est normal, hein. Et j'ai passé mon bac en candidat libre. Et je l'ai eu. J'ai passé un bac STMG, donc c'est pas le meilleur des bacs, mais c'est celui que je voulais faire dans la mesure où après je suis allé en prépa. Alors au début, je suis allé en fac de droit parce que je me questionnais sur quoi faire. J'ai fait un cours magistral et je suis parti parce que c'était pas moi, il me faut un cadre. J'ai besoin d'être encadré, sinon je suis pas bon. Et après, je suis allé en prépa, j'ai passé des concours pour les grandes écoles de commerce. Là, j'ai fini mon master en janvier et je suis en CDI depuis janvier. Voilà. Donc, peut-être qu'on peut passer à l'aspect question-réponse. Mais il y aurait tellement de choses à expliquer sur l'aspect cancer, c'est un peu compliqué de faire étape par étape, tu vois. Ben justement, j'ai plein de questions à te poser. Alors, tu as commencé à répondre à l'une de ces dernières.
c'est quand tu avais 6 ans et que tu as eu donc ce diagnostic qui a été posé, comme quoi tu avais un cancer des os, tu n'avais pas du tout notion de ce que ça impliquait, la possibilité en fait que tu avais des chances de mourir. Pour toi, c'était quel rapport tu avais à la mort en ayant seulement 6 ans? Parce que quand on est enfant, c'est quelque chose qui nous paraît très abstrait. Ça l'est toujours en réalité parce qu'on ne sait jamais comment ça se passe au demeurant. Mais quand on est enfant, encore plus, ce sont des questions auxquelles on n'est pas du tout confronté, à part quand on a un décès éventuellement dans notre famille très proche. Donc, toi, au final, excuse-moi du terme, mais ça a été plutôt simple quand tu as été enfant par rapport en fait, au fait que tu avais ce diagnostic-là, ou quand même il y a eu des grosses difficultés parce que tu étais éloigné de ta famille, vu que tu étais souvent Ce à qui a l'hôpital? été... Ouais, pardon, excuse-moi. Ce qui a été vraiment le plus compliqué, c'était la famille. Ouais, sincèrement, c'était la famille parce que bah, j'avais un grand frère avec qui on passait du temps. Alors moi, je suis d'origine de Lorraine, donc dans les Vosges, et on passait beaucoup de temps dans la nature, on sortait beaucoup. Et quand on est arrivé ici, donc dans la région à côté de Lyon, on habitait en appartement, donc j'ai déjà eu un peu du mal à vivre ça. Et puis ensuite, le fait de passer de nature à immeuble à chambre d'hôpital sans famille, etc., je pense que ça a été le plus compliqué. Ça a été le plus compliqué parce que pendant un an, j'ai vu quasiment personne à part ma mère qui venait, mes grands-parents qui sont venus quelques fois, mon père aussi. Mais tu sais, quand tu es enfant, tu as besoin de cette présence, tu as besoin d'une structure, tu as besoin d'être accompagné parce que tu n'as que 6 ans finalement. Donc ça a été assez compliqué pendant un an. Mais pour le coup, après, quand je suis rentré à la maison, 7-8 ans, quand j'allais à l'école, tu vois, j'étais vachement plus autonome. Il y a eu beaucoup, beaucoup de points positifs très, très tôt, finalement, après l'hôpital. C'est vraiment la période hôpital qui est compliquée. Mais pour le coup, moi, je l'ai pas forcément, comme je t'ai dit tout à l'heure, on m'a donné une peluche et on m'a diagnostiqué mon cancer. Je te promets que j'étais content d'avoir la peluche. Tu vois, on comprend pas, en fait. Mais donc, quand tu as eu le diagnostic, tu devais forcément être traité, donc tu as été sous chimio. C'est un traitement particulièrement lourd avec beaucoup d'effets secondaires. Comment tu as géré en tant qu'enfant la douleur que ça impliquait? J'imagine que le cancer en lui-même était douloureux, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait des douleurs physiques liées, donc tu disais tout à l'heure que ton genou avait augmenté d'une façon complètement disproportionnée. Donc, comment tu as géré les douleurs à la fois de la maladie en elle-même, mais également les effets secondaires de ce qui devait te sauver, théoriquement, et de ce qui t'a sauvé d'ailleurs, en partie? Alors en fait, déjà, je pense qu'on est constamment sous paracétamol. Tu sais, moi j'ai eu un cathéter ici parce qu'en fait, normalement, on te pique ici simplement pour te faire la transfusion. Sauf qu'on m'avait tellement piqué que après, mes veines ont fini par éclater. Donc ils se sont dit, on va poser un cathéter. Donc là, c'est une opération où ils te posent un cathéter, c'est un petit boîtier où du coup tous les lundis où je partais. Et donc, du coup, je revenais le lundi. Donc, tous les samedis que je partais, je revenais le lundi et on me mettait une aiguille dans le cathéter. C'était une aiguille qui était assez grande et j'avais l'impression qu'on me mettait une épée, tu vois, une épée dans le torse. Et ce petit cathéter, il permettait en fait à ce qu'on y mette plusieurs entrées. C'est terrible de dire ça, mais plusieurs entrées. Donc, il y en avait un, tu avais la chimio, l'autre, tu avais les antidouleurs. Donc, c'était pas forcément. Il n'y a pas de douleur. Il y avait des douleurs physiques au niveau du genou, etc. Mais si tu veux, c'était vivable comparé aux effets secondaires de la chimiothérapie pour le coup. Il y en a que j'ai très bien vécu, comme la perte de cheveux. Je m'amusais à les arracher, tu sais, je m'enlevais les cheveux et c'était même marrant, entre guillemets, parce que encore une fois, j'avais la chance d'être enfant. Mais pour le coup, il y en avait un qui était insupportable, c'était la nausée. La nausée, elle est permanente et elle t'empêche de manger. Et du coup, moi, quand je me déplaçais entre ma chambre et la salle de jeu ou la salle de cours, même si j'allais plus souvent à la salle de jeu que la salle de cours, si tu veux, tu passes devant le réfectoire, tu vomis instantanément. Et le nombre de fois où je vomissais parce que ton estomac prend très très cher. J'ai encore des séquelles aujourd'hui, si tu veux, sur le corps, c'est normal, hein. Et j'ai pas eu la pire chimio. Il y a 3 types de chimio. Il y a la jaune, la rouge, la noire. Si c'est toujours comme ça, en tout cas, peut-être que je dis des bêtises, hein, mais en tout cas à l'époque c'était comme ça. La noire, tu peux pas sortir de ta chambre, la rouge un peu moins, et la jaune, c'est la plus soft entre guillemets. Et donc, la jaune te donne quand même des sacrés effets secondaires sur l'estomac, les reins. Ça peut être aussi sur la fertilité, etc. Donc, c'est quand même un lourd traitement. Je ne l'ai pas forcément mal vécu à part l'aspect nausée.
Sinon, le reste, douleur, etc., je pense qu'il y avait un gros traitement de fond en paracétamol. Tu disais dans l'une de tes stories sur Instagram, parce que tu es très actif sur les réseaux, et on mettra tout bien entendu en description, tu disais qu'en tout, tu avais eu 32 opérations. C'est bien ça? Ouais. Comment on gère, enfin, le corps, il suit au bout d'un moment ou pas, enfin, même au niveau de la répétition. Alors, je ne sais pas en combien de temps ces 32 opérations se sont étalées. J'imagine que ça n'a pas été tout la même année, c'est physiquement impossible. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une fatigue à la fin, d'un point de vue physique de base, ça c'est évident, mais une fatigue émotionnelle d'avoir l'impression d'être dans une sorte de boucle qui finit jamais. Et je vais te poser une question qui est affreuse, mais est-ce que parfois tu te disais, bon, ben, limite, si je partais, ça me soulagerait plus, entre guillemets. Ouais, ouais, sincèrement, ça m'est déjà, surtout à mes 17 ans, je me suis. En fait, c'est là où tu te dis, parce qu'en fait, il y a quelque chose de très ingrat, et d'ailleurs, c'est à peu près pareil que la musculation. La musculation, moi, j'en fais pas mal, et quand t'arrêtes, malheureusement, tu vas en vacances, il y a des fêtes, tu t'arrêtes un mois ou deux, ce qui arrive très rarement quand tu pratiques bien, mais ça peut arriver. Moi, ça m'arrivait justement à cause des béquilles, etc. C'était pas pratique, même si j'y allais, hein, je me forçais à y aller quand même, faire le strict minimum. C'est très ingrat parce qu'en gros, tu fais de la rééducation. Après chaque grosse opération, tu récupères ce qu'on appelle de l'amplitude. Tu sais, la prothèse au début, elle est assez rigide. Tes muscles sont assez rigides. Tes tendons ne sont pas préparés à ça. Et du coup, tu fais de la kiné pour pouvoir avoir une meilleure amplitude, pour pouvoir plier ton genou. On cherche le talon-fesse, tu vois, quand tu fais de la rééducation. Et en fait, tu remuscles aussi la jambe parce que, comme je te l'ai dit, il y a 32 opérations, il y a 3 grosses opérations de 12 heures et il y a du coup le reste, c'est des opérations, des rallongements de prothèses. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, le muscle, il prend 1 centimètre en une minute, en 10 secondes, pardon. Maintenant, c'est beaucoup plus soft. J'y reviendrai après sur les rallongements, c'est pépite. En fait, si tu veux, comme ils ne connaissaient pas, ils m'ont pas endormi les premières fois. Et tu as un système de ressort qui fait que comme ça chauffe, et le ressort il est très compact, donc c'est très simple finalement parce que comme le ressort est compact, bah, ça aide le mécanisme à grandir. Donc je n'avais pas trop mal, ça durait 10 secondes, ça chauffait, je pleurais et ça passait. Mais comme ils ont voulu vraiment essayer les limites de la prothèse, ils ont continué à faire ça. Et la 8e, 9e fois, en fait, ils me mettaient de la morphine en intraveineuse, etc., pour que j'arrête de pleurer, j'arrête de crier, parce que je me mordais la langue à m'en faire saigner. Et ils me faisaient ça même pas dans une salle d'opération, c'était les vieilles salles de radio. Et ils me faisaient ça comme ça, pour tester, en fait. C'est vraiment pour le test. Et je suis très content parce que d'ailleurs, j'ai eu l'expérience de voir les autres après, ceux qui ont eu le même procédé pour se faire soigner. Donc, c'est-à-dire la prothèse Stanmore ou d'autres marques qui fonctionnent avec le même système. Et si tu veux, ils m'ont vu et on s'est donné un peu des numéros, tu vois. Et j'ai croisé le 5e, le gars qui avait la même prothèse. Et si tu veux, il m'a dit merci parce que depuis que moi, je suis passé à vif, entre guillemets, bah, eux, on les endort totalement. Anesthésie générale, pardon, de A à Z, tu vois. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'aspect souffrance. Et il y a un petit côté fierté. Je vais pas te mentir, il y a un petit côté ah, j'ai souffert, mais quand le mec m'a dit ça, je me suis dit ça tombe, enfin, c'est moi, c'est dommage, mais tant mieux pour vous qu'il y ait quelqu'un. Il en fallait bien un, tu vois, et c'était moi. Donc à 17 ans, tu as travaillé pendant 3 ans ta mobilité, tu as travaillé tes muscles, parce qu'en fait, à chaque rallongement, comme ça grandit, tes tendons, alors ça se muscle pas malheureusement, donc ça se fragilise tout le temps. Et les muscles, en fait, ils s'atrophient parce que, en gros, un muscle, c'est comme ça, et tu l'allonges, donc tu l'étends, et c'est l'inverse de l'hypertrophie, en fait, c'est l'inverse du volume. Donc en fait, il est hyper tendu, il est hyper fragile. Et j'avais de plus en plus de mal par exemple, à courir, à faire des trucs assez basiques finalement. Et quand tu te remuscles de 14 à 17 ans, et c'est pour ça qu'à 16 ans, j'ai commencé la muscu, ça me faisait un peu de mal parce que je sentais plus la prothèse que les muscles au début. Donc, c'est vraiment des sensations très étranges. Et finalement, quand tu arrives à 17 ans et que tu retrouves ta mobilité, tu retrouves un peu de force, etc., on te dit on va changer la prothèse. Et c'est reparti pour te rallonger encore de 8 cm, donc ton muscle également. Il va prendre peut-être le fémur, va prendre 4 ou 5 cm sur les 8. Ah ouais, là, tu te dis, c'est stop. Tu vois, il y a un moment, il faut arrêter. Je vais pas faire ça toute ma vie. Eh ben si. Peu de twist, je vais faire ça toute ma vie parce que même les prothèses définitives, parce que là j'ai une prothèse définitive, même les prothèses définitives, elles durent 10 ans. Donc là, je vais pas tarder, j'y suis allé en janvier pour un rendez-vous, et je vais pas tarder à la faire changer. D'ici 2 ans maximum, je fais changer la prothèse. Mais là, elle est préparée. Tu vois, je sais qu'on la muscle un peu plus, elle est bien plus en forme. Tu disais quelque chose de très intéressant, c'est le rapport à la souffrance, c'est-à-dire que tu as souffert, mais tout ça, ça n'a pas été inutile, ça n'a pas été vain,
dans la mesure où tu as été un pionnier, parce que ta souffrance, elle a permis d'éviter que d'autres puissent souffrir. Ben, c'est ça les avancées de la médecine. Les avancées de la médecine, elles se réalisent parce qu'il y a eu des sacrifices à un moment donné. Et je voulais te poser une question, justement, par rapport à ta relation avec les médecins. On reproche parfois aux médecins de manquer d'humanité ou du moins à force d'être en contact constamment avec la mort et avec des drames, ils ont tendance à oublier qu'en face d'eux, ce ne sont pas seulement des patients, ce sont des humains, ils ont une famille derrière, ils ont des sentiments. Donc, quelle a été ta relation avec les médecins au fur et à mesure de ces années? Parce que ça s'est quand même étalé sur très longtemps. Est-ce que tu as croisé, alors j'imagine que tu as dû croiser des médecins en or, mais tu as dû Ouais. en croiser d'autres qui peut-être étaient un peu plus compliqués. Donc j'aimerais connaître cette relation avec eux. Alors, les pires, c'est les anesthésistes. Voilà, comme ça c'est dit, on brise la glace direct. Non, sincèrement, j'ai eu ma première anesthésiste était très froide. Elle était un peu âgée, donc tu vois, elle avait plus, je pense qu'elle avait vu des choses. Voilà, donc on peut pas lui en vouloir. J'ai eu Monsieur Chotel, Centre Léon Bérard, donc si je peux me permettre de le citer parce que c'est un professeur, si tu veux. Déjà, c'était le directeur de son service. C'est un professeur qui m'a sauvé la vie, qui m'a annoncé mon cancer, qui a donné le choix à ma maman entre couper la jambe, mettre une prothèse, tu sais, comme en titane ou en aluminium à l'extérieur, parce que ça on connaît, il n'y a pas besoin de traiter plus souvent que ça, ou de tester un truc. Et pour le coup, c'est une des seules décisions enfin, ma mère a eu la bonne décision, c'est de tester. Malheureusement, ça m'a fait souffrir, mais elle m'a quand même bien accompagné sur ça, et pour le coup, je le remercie. Et en fait, on a choisi d'être un cobaye. Et comme tu as dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est rapport à la souffrance. Moi, ça m'a sorti un petit peu de fierté parce que quand le mec m'a dit ça. Alors maintenant, c'est plus du tout d'actualité parce que l'évolution a fait qu'en 20 ans, si tu veux, il y a le même système d'électromagnétisme, mais tu prends genre 0,5 cm de prothèse, tu grandis de 0,5 cm en 20 minutes. Donc en fait, ton muscle est beaucoup moins brûlé, beaucoup moins maltraité. Et du coup, maintenant, il n'y a plus besoin d'endormir. Donc là, pour le coup, on voit de A à Z la différence entre il y a 20 ans et aujourd'hui. Et pour en revenir au médecin, donc Monsieur Chotel, enfin Franck, du coup, c'est un gars qui, comme je t'ai dit au tout début, il a même fait une dérogation pour me garder plus longtemps que ce que légalement il a le droit de le faire, parce qu'il s'occupe de la pédiatrie, donc des enfants jusqu'à 18 ans, parce qu'on avait tissé des liens. Lui, il s'était entraîné, sur moi. Il a même formé des gars d'autres pays. Par exemple, si tu veux, à mon opération des 17 ans, il y avait des Russes. Donc moi, je suis là, je suis un vrai cobaye. Le Chotel, donc Franck est là et il va m'opérer, il m'endort. Enfin, c'est pas lui qui m'endort, c'est l'anesthésiste, mais on va m'endormir. Et là, tu vois, il y a des gars qui parlent russe à côté. Et tu sais pourquoi ils sont là. Ils sont là pour apprendre du mec qui t'a sauvé la vie. Et je trouve ça beaucoup trop stylé. Alors, on en rencontre des moins bien, parce que voilà, c'est aussi la personnalité de chacun. Hein. Mais là, je me fais suivre par un ami à Monsieur Chotel. Et c'est pareil, il est exceptionnel. Je pense que dans les hôpitaux, la majorité, ils ont des cœurs en or et t'as pas l'impression d'être, en tout cas, un patient. T'es un individu, t'es une personne, ils t'apprécient plus ou moins. Il y a un relationnel, il y a un vrai relationnel des chirurgiens. Franchement, c'est pas les urgentistes où ils ont un flux tendu, c'est vraiment, t'es son patient pendant 20 ans. Tu fais partie de sa vie. Comment ça s'est passé avec ta famille? Ça a dû être un coup terrible pour eux, surtout quand tu avais 6 ans. C'est-à-dire qu'au final, ça a été peut-être plus dur pour eux que pour toi à ce moment-là, vu que eux, ils avaient conscience de tout ce que ça a impliqué, beaucoup plus que toi, puisque tu étais enfant. Est-ce que ça a resserré les liens? Comment ça s'est passé justement au cœur de la cellule familiale? Est-ce qu'ils ont été là pour toi? Est-ce que ça t'a beaucoup aidé dans le processus? Alors, ma mère, elle a vraiment mal pris la chose, elle a mal vécu. En plus, elle nous a eu très jeunes. Je crois que quand j'ai eu mon cancer, elle devait quasiment avoir mon âge, c'est pour te dire. Je vois, c'est ça, en fait. Elle avait mon âge, elle avait 26 ans quand son deuxième enfant a eu un cancer. En fait, moi, je n'arrive pas à réaliser parce que à mon âge, je sais plus quel âge tu as, mais je pense que on est à peu près le même âge et moi, je me vois pas avoir un enfant tout de suite, tu vois. Donc, avoir un enfant qui a déjà un certain âge, qui a un cancer, ils avaient les épaules. Ils avaient les épaules que j'ai peut-être pas maintenant.
Et si tu veux, ma famille, du coup, donc ma mère a très mal vécu ça, mes grands-parents aussi, bah, tout le cercle proche, entre guillemets, mais ils ont toujours été là, ils sont toujours déplacés. Après, enfin, c'est un peu compliqué parce que, comme je t'ai dit, je suis d'origine des Vosges et en fait, si tu veux, ils habitaient à 500 kilomètres et donc pour venir me voir, c'était quand même compliqué. C'était quand même compliqué. Donc, j'ai pas pu voir beaucoup ma famille à l'hôpital, sauf ma mère qui venait là plus souvent parce qu'elle était qu'à 1 heure, entre guillemets. Donc, ça a quand même renforcé des liens. Surtout que ma mère, au début, elle a vraiment pris soin de moi sur l'aspect rééducation, dans la mesure où, tu vois, que je te parlais tout à l'heure de séances de kiné pour la flexion de la jambe. Et ben, on se faisait des petites séances en plus à la maison où elle forçait. Et elle forçait bien plus que le kiné, tu vois, parce qu'elle avait vraiment envie d'avoir des résultats. C'est quand qu'officiellement on t'a dit, ben, ça y est, t'es guéri, enfin, t'es guéri. Alors comme tu l'as expliqué tout à l'heure, tu auras toujours ta prothèse, tu vas devoir la changer à peu près tous les 10 ans, donc tu auras toujours des séquelles de ce qui s'est passé. Mais quand est-ce qu'on t'a dit qu'officiellement, ben, tu étais guéri de ton cancer? Donc, en fait, si tu veux, après la chimiothérapie, entre guillemets, la première guérison, tu as un suivi quand même assez fréquent. C'est-à-dire, au début, c'est très fréquent et après, ça s'éloigne un petit peu en termes de fréquence. Donc, au début, ça doit être tous les 3 mois. Tu as la radio des poumons parce que les métastases vont souvent dans les poumons et localement au niveau de la prothèse. Mais voilà où j'en étais tout à l'heure, c'est qu'en gros, ma prothèse, il fait de hanche à mi-tibia. Donc, ils ont vraiment tout coupé. Il n'y a aucun risque que ça se métastasait localement. Donc, c'était vraiment focus sur les poumons. Et si tu veux, 10 ans après, on m'a dit c'est bon. 10 ans après, donc à 16 ans, on m'a dit c'est fini. Sauf que tu vois, il y a un vrai ascenseur émotionnel parce qu'on te dit c'est fini, il n'y a pas de chance de rechute. Mais à 17 ans, je devais me refaire opérer et potentiellement une chance sur deux de mourir. Tu trouves, en fait, tu trouves vraiment ça ingrat. Tu te dis, il y a un an, on me disait que c'était derrière moi, tout ça. Et puis, en fait, mécaniquement, mon corps, il a peut-être pas envie de continuer de se battre et de survivre parce qu'il y a un risque de rejet, évidemment. Il y a un risque, comme une fois, d'infection. Donc, tu te dis, c'est infernal, c'est une boucle. Comment on voit la vie quand on a traversé ce type d'épreuves qui sont extrêmement difficiles, ou comme tu l'as dit tout à l'heure, à un moment donné, tu avais une chance sur deux d'éventuellement mourir. Après, j'imagine que les petits problèmes de la vie de tous les jours, c'est absolument rien. Ben, est-ce que tu es devenu stoïcien en quelque sorte par rapport à ce qui se passe le reste du temps? Est-ce que tu as embrassé une philosophie, une religion? Est-ce que vraiment ça t'a transformé d'une manière positive? J'imagine que oui, parce que c'est quand même des épreuves qui font que eh bien, on est profondément transformé en nous. Donc, comment tu vois la vie aujourd'hui après avoir vécu ce que tu as vécu? Franchement, très bien, trop, trop bien, parce que comme tu l'as dit, il y a un vrai relativisme. Mais surtout, en fait, vraiment surtout, tu vois, je côtoie des personnes, alors j'ai des amis en or, on a tous notre histoire, etc. Mais moi, j'ai vraiment cette capacité à prendre du recul, genre instantanément, et à me dire, ah ça finalement, c'est pas grave. Alors déjà, tout ce que tu peux pas contrôler, t'oublies, c'est pas de ton ressort, faut pas que ça. Là, on revient au stoïcisme justement, ça vraiment, faut pas que ça te prenne la tête. Et tout ce que des petits problèmes quotidiens, des petits tracas, des petits stress. Pourtant, je suis quelqu'un de très stressé de base. Et bah, tu arrives quand même à te dire, ah, finalement, c'est pas grave. Vu que tu as eu toutes ces problématiques en étant adolescent, comment tu as géré dans cette période-là qui est de base compliquée pour à peu près tous les adolescents, ou toutes les adolescentes, parce que ben, c'est un moment où hormonalement il y a un cocktail explosif, c'est le moment où on se cherche un peu de base, c'est aussi les premières relations sentimentales. Donc, comment tu as fait pour gérer d'un côté des problèmes d'adultes ou des problèmes très sérieux avec en parallèle la vie de tous les jours, la vie de l'adolescent? Et est-ce que justement, il n'y avait pas une dissonance entre les problématiques que toi, tu rencontrais et celles de tes amis en parallèle? Parce que tu disais tout à l'heure que tu étais plutôt populaire, ce qui a dû d'ailleurs t'aider parce qu'au moins, tu n'étais pas ostracisé avec en plus ta maladie sur les épaules. Donc, comment tu as géré tout ça, toute cette période difficile de base, avec en plus donc un cancer? Moi, je pense que la période la plus dure, parce que comme on ne se rend pas compte au collège, en primaire, c'était relativement simple parce que j'ai toujours eu des très bonnes notes. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai des facilités. Donc, en fait, on est focus sur ça. On passe à autre chose. Et puis, en fait, tu es tellement pris dans la routine des devoirs, la maison, du suivi, parce qu'il y a encore un gros suivi parental normalement à cet âge-là. Au collège, j'ai commencé à décrocher. J'étais quand même bon, mais je suis devenu un élève entre guillemets moyen plus parce que je me reposais sur mes acquis. C'est, je pense, la pire erreur à faire.
Et puis en fait, c'est là que l'hormone commence à faire son truc. Tu commences à sortir avec à 14 ans, tu vois, et tu commences à sortir un petit peu, à faire des petites bêtises, etc. Donc tu cherchais un petit peu la popularité. Alors moi, à 14 ans, j'avais une spécificité. J'avais une énorme semelle pour compenser. Si tu veux, j'ai grandi tellement vite. Alors attention, je ne suis pas grand. Donc j'ai grandi tellement vite, mais tout est relatif. Mais j'avais une semelle normale, classique, et une autre semelle compensatrice pardon, de 9 cm. Alors, je te laisse imaginer une chaussure normale, tu vois, une basket avec une semelle normale et une semelle comme ça. Donc, pour se faire des potes au collège, c'était assez compliqué parce que tu es le mec bizarre avec un problème, on ne sait pas trop ce que tu as. Alors, j'avais un cercle d'amis très, très réservé finalement. Et puis, moi, je me suis renfermé dans les jeux vidéo. Je jouais beaucoup à des RPG, donc c'est très chronophage. Donc, en fait, tu vois, entre guillemets, pas le temps passer. Et je jouais aussi à des jeux de rôle en plateau. Moi, j'avais créé mon propre jeu de rôle papier, par exemple, tiré d'un univers, d'une BD, qui s'appelle Le Donjon de Nalbuck. Je sais pas si, voilà, il y a des gens qui connaissent. Mais en fait, mes mercredis après-midi, on les passait avec J'avais très peu d'amis, pour le coup, au collège. Et en fait, au lycée, je me suis dit, allez, je vais me refocus sur mes études. Et en fait, je suis allé en sciences de l'ingénieur directement dès la seconde. J'ai kiffé ça. J'avais des bonnes notes et tout. Puis en fait, on m'a appelé à un autre lycée. Enfin, mes potes m'ont appelé à un autre lycée, dans un lycée public. J'y suis allé. Et là, un peu de décadence. Je suis devenu populaire parce que je sortais beaucoup, parce que j'organisais beaucoup de soirées chez moi. On faisait des soirées à plus de 100 personnes. Donc, c'était, tu vois, ça fait vite monter ta popularité quand tu organises ce genre de soirée. Et du coup, j'avais pas trop de mal à me faire des amis. J'étais populaire. Tout était oublié de côté cancer. Et après, à 17 ans, il y a eu une espèce de. Ça a été les pires. 17-18, donc c'est-à-dire moi j'avais redoublé. Donc 17-18 ans, ça a été un cauchemar. Ça a été un cauchemar parce qu'en plus de ça, mes notes ne suivaient plus. J'ai redoublé la seconde. J'ai redoublé la première. Pour le coup, c'était volontaire parce que je me suis fait opérer à mes 17 ans. Donc, tu sais, il n'y a pas de barrage, si tu veux, de la première à la terminale. Et moi, j'avais pas envie de me dire je passe parce qu'il n'y a pas de barrage. J'arrive en terminale et je décroche. En fait, c'est ce que j'ai fait un an après, mais je ne le savais pas pour le coup. Donc, j'ai décidé de redoubler. Et mentalement, tu as perdu 2 ans. Tu es moins populaire parce que bah, forcément, il y a un petit peu cet effet de halo qui se perd. Tu sais, tu es en béquille, tu boites. Donc j'ai réduit un petit peu mon cercle d'amis. Puis même moi, ça m'avait saoulé de dire bonjour à tout le monde, de faire. J'aime pas ce côté hypocrite. On peut pas être ami avec tout le monde, tu vois. Donc ça m'a fait un bien d'un côté, mais beaucoup de mal sur le coup. Et ensuite, après, donc j'ai décroché complètement la terminale. Comme je t'ai dit, j'ai fait du candidat libre. Je suis parti et je me suis focalisé sur le sport. J'ai fait que du sport, que du sport, que du sport. En un an, j'avais pris plus de 15 kilos. Enfin, c'était magnifique. En vrai, c'était une de mes meilleures années après le lycée. Le sport a été salvateur. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Et ensuite, de toute façon, quand on vieillit, on réduit un petit peu son cercle d'amis. Donc, si tu veux, la nature a refait le cours des choses. Est-ce que tu as subi des moqueries? Alors, il faut être déjà idiot pour se moquer de quelqu'un qui fait face à ce type de problème, mais le collège, c'est le Far West, donc ça peut arriver. Donc, est-ce que tu as subi des moqueries par rapport au fait que ben, tu étais malade, par rapport au fait que, comme tu l'as dit, à un moment donné, tu avais des béquilles, tu étais en mobilité réduite, ou au contraire, il y avait quand même beaucoup de compassion et de respect des autres autour de toi, même si à cette époque-là, beaucoup de jeunes manquent clairement de maturité et ils n'arrivent pas totalement à comprendre encore les enjeux qu'il y a derrière ce type de maladie. Bah alors, si tu veux, et je leur en veux pas, parce que tu vois, comme tu l'as dit, il y a l'âge, et moi le premier, on a tous été à une époque un peu con, on a été jeunes, en fait, tout simplement. Donc, on n'a pas conscience du mal qu'on peut faire ou qu'on peut dire. Tu vois, donc on peut. Alors, moi, j'ai pas été harcelé du tout. J'ai pas subi On m'a pas frappé, on venait pas se moquer de moi ouvertement, mais tu sentais. En fait, si tu veux, c'est le regard. Et d'ailleurs, ça m'a appris à m'en détacher. Et c'est fabuleux de se détacher du regard des autres. Si tu veux, tu sens que les gens te regardent, tu es différent. Tu le sais de base. En primaire, c'était même plus le fait d'être roux, le poil de carotte, le classique, tu vois. Mais finalement, au collège, ça a vraiment été la fameuse semelle, comme c'était visible. Parce que tu peux boiter un peu, ça gêne pas trop, mais la semelle, c'était très visible et on se posait beaucoup de questions. Et j'avais quand même un bon cercle de potes avec qui on est parti en Angleterre, justement à Londres, en voyage de collège. Et franchement, quand tu as une dizaine d'amis et tout, ça te suffit. Tu te détaches du regard des autres. Donc finalement, je ne l'ai jamais trop subi. Au lycée, finalement, ça a même été
été un petit peu plus compliqué parce que tu te rends compte un petit peu de l'importance de la notoriété. Et puis, comme tu l'as dit, tu t'es bousculé hormonalement, tu as ta testo qui monte, tu as envie de rivaliser entre guillemets avec les autres hommes, ce qui est normalement, ça c'est naturel. Et toi, tu es en béquille, toi, tu es fragile entre guillemets. Et c'est là qu'il y a eu le déclic pour le sport. Tu vois. Tu penses quoi d'ailleurs de l'humour noir en règle générale? Alors moi, je suis plutôt un adepte, mais je peux comprendre que forcément, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Mais toi, quelle est aujourd'hui ta vision par rapport à des gens qui pourraient faire des blagues par rapport au cancer ou à ce type de choses? Parce que d'un côté, il y a la blague facile de celui qui va tenir ses propos parce qu'il ne sait pas toutes les épreuves qu'il faut subir, ou même s'il le sait, il ne les a jamais vécues, donc il ne peut pas l'imaginer, il ne peut pas le quantifier. Et la personne en parallèle qui, elle, par contre, souffre. Est-ce que chez les malades, justement, il y a cette autodérision qui était très présente comme une sorte de bouclier, parce que c'est aussi possible, ça peut être un mécanisme de défense. Donc, quel est ton avis sur l'humour noir par rapport à la maladie, et plus précisément la maladie que tu as dû affronter? Moi, je pense que c'est naturel, tu es obligé, c'est même obligatoire en fait de passer par l'autodérision. Si tu ne sais pas rigoler ou prendre avec des pincettes ce que tu as eu, enfin, c'est insupportable en fait. D'ailleurs, moi je suis très humour noir également. Avec mon groupe d'amis, on est très très border sur certaines blagues. On sait qu'on peut rigoler de tout, il y a zéro tabou, que ce soit, tu vois, les handicapés, enfin vraiment, il y a tous les sujets. On va pas les énumérer, mais tous les sujets d'humour noir, en tout cas, on va les, on va les travailler. Et on aime bien quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait à la personne, si tu vois qu'elle est réceptive, parce que si tu parles à la personne dans un bar, par exemple, et que tu la connais pas, et que tu sens qu'elle en parle librement, comme moi je pourrais le faire, moi je laisse les gens se permettre. Je laisse les gens se permettre. Si c'est bien fait, si c'est pas, si tu veux, si c'est pas maladroit, si c'est pas bête et méchant, ça va me faire rigoler. Et d'ailleurs, si c'est une très bonne blague, ça me fait même plaisir, ça me fait bien rigoler. Mais pour le coup, le bête et méchant, ouah, ça sert à rien parce que c'est même pas marrant finalement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu veux dire quand la blague est réalisée vraiment dans un objectif de blesser et pas Ouais, c'est dans ça. l'objectif de faire marrer tout le monde, y compris la personne qui a vécu ce type de problématique. C'est vraiment, tu différencies les deux. Mais typiquement, si toi, quelqu'un fait une blague sur les problématiques que tu as rencontrées, c'est pas quelque chose qui va t'offusquer, tu vas pas faire la victime. D'ailleurs, est-ce que la difficulté quand on est un homme qui est dans cette recherche de la virilité, ou du moins par la pratique de la muscu, est-ce qu'on n'a pas envie aussi de se détacher d'une potentielle image de victime? Parce que tu le disais tout à l'heure, quand tu étais en béquille, c'est à ce moment-là où il y a une sorte de compétition sexuelle, donc faut pouvoir être au niveau, quoi. Donc, est-ce que tu as eu beaucoup de mal avec... tu disais que tu t'étais affranchi du regard des autres, et c'est une très bonne chose, et je reviendrai sur cette idée un peu plus loin, mais est-ce que tu as eu du mal avec le fait que les gens, et notamment les femmes, pouvaient dire ah, le pauvre Stan, toujours à te renvoyer en fait à ta condition de malade et donc d'une certaine forme de faiblesse? Pour répondre honnêtement, enfin, en toute humilité, j'ai jamais eu de mal pour le coup avec les femmes en règle générale. Voilà, il y a pas d'explication à ça. Mais tu as raison sur une chose, c'est que à une certaine époque, je me demandais, tu vois, est-ce que c'est pas de la pitié, est-ce que c'est pas quelque chose? Et en fait, non, non, ça pour le coup, je pense que c'est juste le bagou, l'échange, la manière dont tu as le relationnel avec les femmes, ça se fait assez naturellement finalement. Et pendant ces grosses périodes-là, j'ai toujours été en couple, si tu veux. J'ai rarement été célibataire dans ma vie et du coup, je connais pas trop ce sentiment d'être seul émotionnellement. Donc, voilà. En fait, vis-à-vis des femmes, je peux pas trop répondre parce que je pense pas que ce soit de la pitié, sinon j'en aurais pas eu toute ma vie, tu vois. Tu disais que tu as toujours eu des copines dans ta vie. Est-ce que ces dernières, elles t'ont vraiment apporté un soutien assez important dans toutes ces épreuves? Est-ce que parfois ça a été l'objet de friction au sein du couple, ce qui est toujours possible parce que forcément, ce sont des sujets quand même importants qui peuvent eh bien, entraîner des disputes, etc. Même si quand la personne se met avec toi, elle le savait parce qu'en connaissance de cause, au regard de ton histoire, elle était au courant, hein, c'était clairement affiché. Donc, est-ce que ça t'a beaucoup aidé? Parce qu'on peut imaginer qu'un jeune homme qui a un cancer assez jeune et qui en plus n'a pas d'amis et pas de copines, là, émotionnellement, quand même, c'est extrêmement difficile. Donc, quel a été ton rapport avec les femmes
à cette période-là où justement, tu as été malade, tu as eu quasiment une dépression, on peut le dire, parce que entre 17 et 18 ans, ça a dû être extrêmement difficile. Donc, c'était quoi ta relation avec les dames, en somme? Voilà, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, pour en revenir à cette fameuse période des 17 ans qui était compliquée, bah, la maladie était contrebalancée par l'aspect social des amis, etc. J'ai toujours eu des très bons cercles d'amis et j'ai toujours eu des copines. Donc, si tu veux, et ça n'a jamais été source de disputes, il y en a eu bien d'autres, hein, et c'était vraiment pas axé sur la maladie. Et elles m'ont toujours bien réceptionné l'info, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, elles ont signé un espèce de contrat de cahier de charge. Voilà, moi, c'était ça. Et si tu veux, il y en a même une qui était venue à une de mes opérations et ça m'avait touché. Voilà. Et là, actuellement, j'en ai une qui est magnifique avec ça. Je veux dire, il y a rien à dire, tu vois. Elles savent ce qu'elles signent et, et finalement, elles t'accompagnent, elles acceptent. Elles sont pas obligées parce que sinon, elles signeraient pas. Mais d'une certaine manière, pardon, elles acceptent, en fait. C'est comme tu es. Et d'ailleurs, c'est réciproque parce que ça fait partie, entre guillemets, des défauts, mais c'est ce qui fait beaucoup de mes qualités derrière. Donc finalement, c'est un équilibre. Tu parlais tout à l'heure de l'importance de la musculation. Tu es un pratiquant de musculation. Encore tout à l'heure, tu étais à la salle, tu me disais, ce qui est très bien, hein. Il faut toujours répondre positivement au contrôle surprise. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, il y a toujours le contrôle surprise. Est-ce que tu as fait ton sport aujourd'hui? Donc j'imagine que tu as fait ton sport aujourd'hui pour le coup. Exactement. Ah, ben parfait. Donc, quel a été ce rapport à la muscu? Tu sais, souvent, la muscu, j'en ai parlé dans la vidéo avec les barons de Rétromuscle, pour ceux qui l'ont vu. Je leur disais que souvent, la muscu est pointée du doigt parce que, tu sais, c'est un milieu où parfois il y a des produits qui sont pris, comme la sauce magique, mais c'est un milieu aussi où au final, le monde extérieur a très peu de connaissances sur la musculation en règle générale. Quand on va prendre par exemple des protéines en poudre, c'est vu directement comme quelque chose d'extraordinaire, alors que pas du tout. Donc, il y a souvent la muscu qui est pointée du doigt, tournée en dérision, ou du moins qui est vue comme, on pourrait dire, qui n'est pas vu comme un véritable sport à part entière qui peut permettre à l'individu de se développer, de se surpasser, etc. Donc, toi, quel a été ton rapport à ce sport par rapport à la maladie? Est-ce que tu penses que aujourd'hui, l'équilibre que tu sembles avoir quand on te parle, tu l'as grâce au sport? Est-ce que tu crois que si tu n'avais pas fait de musculation ou si tu n'étais pas encore pratiquant aujourd'hui, est-ce que tu serais exactement dans ce même état d'esprit, même en étant soigné de ton cancer? Et bien en fait, déjà, premièrement, je pourrais pas imaginer ce que je serais sans le sport, en règle générale. J'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait badminton, tennis de table. Voilà, c'est quand même sportif, hein. Et effectivement, après, je me suis vraiment concentré sur la musculation pour l'aspect physique au début. Je pense comme tout le monde, pour histoire de se sentir mieux dans son corps. Comme je l'ai dit, moi, j'étais très maigre. Et si tu veux, c'est vu comme un sport d'imbécile, premièrement, alors que parce que c'est un sport complémentaire, comme tu l'as dit. Souvent, les gens qui font du judo, qui font du basket, qui font du rugby, le rugby c'est un très bon exemple, ils font de la muscu à côté, mais ils prennent pas ça en compte comme un sport à part entière. Pourtant, c'est tout un univers. C'est tout un univers parce que on y prend en compte l'alimentation, l'hygiène de vie en règle générale, si tu veux, l'alimentation, le sommeil, tous les paramètres de ton corps, les micronutriments, les macronutriments. Moi, c'est un truc que j'ai vraiment travaillé. Ça fait 10 ans que je fais ça. 10 ans que je fais de la musculation. J'ai, si tu veux, il y a des hauts, il y a des bas. Comme je t'ai dit, avec les opérations, c'est un petit peu compliqué. Même si on y va en béquille, même si on répond positif au contrôle surprise, voilà, c'est une discipline. Au bout d'un moment, tu vas plus parce que tu as envie, tu vas parce que tu dois le faire. Et puis en plus, tu vas parce que quand tu vas pas, ça te manque. Quand tu vas pas, tu peux pas. Voilà. Donc, la musculation, si tu veux, pour revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure sur les protéines, moi, les premières fois que j'ai commencé à prendre de la whey, les compléments alimentaires en règle générale, hein, donc c'est tout ce qui est BCAA, créatine, j'étais au lycée. Et si tu veux, l'infirmière du lycée m'avait convoqué pour me demander d'arrêter de me doper. Alors, je te promets que ma réponse a été, je ne sais pas si tu as fait médecine, mais tu n'es pas infirmière au lycée pour rien. Et ça, c'était ma réponse. Quelle humiliation! Ah, pas mal la réponse, bonne répartie. Non, c'est vrai que tu l'as très bien dit, la musculation est souvent tournée en dérision, c'est vu comme un sport d'imbécile. Et au final,
j'ai connu dans mon parcours beaucoup de personnes qui ont été sauvées en partie par la muscu. Ceux qui ont vu justement cette vidéo avec Rétromuscle ont pu entendre le témoignage de Tiffany qui donc a eu de l'anorexie pendant plusieurs années. Et c'est la musculation qui l'a sauvée. Donc, je pense qu'en règle générale, tout le monde devrait pratiquer un sport et encore plus quand on a connu ce type d'épreuve parce que la musculation, tu l'as très bien dit, c'est un sport qui peut parfaitement s'allier avec un autre sport en parallèle. C'est ce que je fais moi, par exemple, avec la boxe, mais c'est aussi un sport très solitaire qui t'oblige à te dépasser, à te surpasser, à analyser ce que tu fais dans ta vie de tous les jours, comme tu as dit, ton sommeil, ta nutrition, etc. Et surtout à être toujours dans ce combat un peu contre soi-même où on va se dire, ben, il faut que mon corps puisse être apte à porter tant parce que tu vas augmenter progressivement la charge, etc. Donc, c'est pas si étonnant que cela de voir des gens qui ont vécu des épreuves extrêmement difficiles par la suite se lancer dans la musculation. Et d'ailleurs, ils ont souvent des très bons résultats parce qu'ils s'appliquent une sorte comment on pourrait dire ça? Ben, ils appliquent des règles, ils appliquent des règles de manière très stricte et il y a des résultats derrière parce qu'en plus, en parallèle, ils ont connu des moments où leur corps était de toute façon soumis à des choses extrêmement difficiles et j'imagine que même quand on est dans le processus de la chimiothérapie, il y a des règles bien précises. Donc en réalité, il y a une dichotomie assez étrange entre le fait d'être en mauvaise santé et de devoir subir des traitements avec un cadre très précis. Et quand on est en bonne santé, c'est essayer de maintenir un cadre qui n'est pas le même, puisqu'on est en bonne santé. Et là, on va dire qu'on est beaucoup mieux. Mais je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, toujours ce dénominateur commun d'une forme de cadre que l'on va se fixer, à la fois quand on est malade pour aller mieux, et à la fois quand on est bien pour rester en forme au fur et à mesure des années et pour bien vieillir, en somme. Je ne sais pas si tu es d'accord avec cette affirmation ou... Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et même encore tous les jours, là, maintenant que la maladie, entre guillemets, est passée, si tu veux, bon, j'ai encore du mal avec les squats, etc. Certains exos qui sont très stressants pour la rotule notamment. Mais tu vois, dans la vie de tous les jours, quand tu es malade, quand tu fais une pratique du sport pendant longtemps et que tu es malade une semaine, après ta semaine, tu as envie de tout déchirer, tu vois. Donc, ça se voit. Enfin, moi, en tout cas, c'est personnel, mais c'est ce que je ressens chez pas mal de pratiquants. C'est que, en fait, il y a cette espèce de j'ai été habitué, j'ai habitué à stresser mon corps avec des efforts plus ou moins intensifs. Et finalement, quand je le fais pas, ça me manque. C'est même pas une addiction, c'est que c'est ancré après dans ton ADN. Tu en as besoin. C'est quoi les conseils que tu pourrais donner à éventuellement quelqu'un qui regarderait cette vidéo, qui fait face à des difficultés extrêmes, euh, pas forcément en lien avec la maladie, c'est-à-dire qu'il peut rencontrer des difficultés de base. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire par rapport à ce que toi, tu as vécu et pour mettre en perspective eh bien, ce que cette personne-là est en train de vivre et toi, qu'est-ce que tu peux lui donner comme enseignement, en somme, de l'expérience que tu as accumulée au fur et à mesure de ces années difficiles? Bah, déjà, premièrement, moi j'ai eu la carte invalide handicapé, tu vois, parce que bah, j'étais considéré, je suis pris à 100% par la CPM sur ce genre de truc, mais en gros, tu as directement tendance à te coller une petite étiquette invalide ou moins fort ou moins, tu vois ce que je veux dire, handicapé, tout simplement, tu vois, handicapé. Et c'est vrai, j'ai un handicap, je peux pas faire certaines choses que si j'avais une jambe normale, j'aurais pu faire des squats à plus de 100 kilos, tu vois. Là, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que la prothèse, elle n'a pas envie de suivre. Et la difficulté par rapport à la musculation, c'est que tu as un quadriceps et il y a le vaste externe, celui qui sert à la flexion. Moi, on m'a fait une ablation de ce vaste-là. Du coup, bah, c'est complexe d'aller à plus de 90 degrés sur des mouvements musculaires. Puis en plus, ça n'a plus de sens parce que tu vas rien muscler à part la prothèse et bah, ça se muscle pas. Du coup, c'est de s'enlever cette petite étiquette de plus faible ou de moins fort ou d'invalide et puis de faire ce que tu veux faire. Alors, ça peut être autre chose que de la musculation, mais je prends l'exemple de la boxe. Moi, par exemple, quand j'ai voulu faire de la boxe très jeune, on m'a dit non, ma mère m'a dit non, tu vas prendre des coups, tu n'as pas eu assez de problèmes, etc. Et quand j'ai fait de la musculation, elle avait cette même appréhension, mais finalement, j'en ai fait quand même. J'ai pris des compléments alimentaires sans avoir pareil, si tu veux, l'accord en amont. J'ai tout fait ça de mon côté, mais et finalement, je suis très content de m'être enlevé, de m'avoir enlevé l'étiquette
l'étiquette un petit peu invalide, handicapé est plus faible parce qu'aujourd'hui, ça fait 10 ans que je pratique. Je vais pas faire mes éloges, mais j'ai des bonnes perfs et j'ai un bon physique, tu vois. Donc, le plus gros conseil que je veux donner, c'est vraiment ne pas se conditionner comme ce qu'on est entre guillemets actuellement, mais plutôt comme ce qu'on veut être, tu vois. Moi, j'avais envie d'être fort, je suis devenu fort. Y a pas de... en toute humilité. On va terminer cette émission en te posant bien la question dont je t'ai parlé en off et que j'ai mentionné au tout début, c'est-à-dire que l'argent que va générer cette vidéo par le biais de la monétisation va être reversé à une association et je voulais savoir laquelle tu avais envie de financer par le biais de cette vidéo. C'est toi qui vas choisir et pourquoi tu as fait ce choix en particulier. Donc, je te laisse la parole sur cette association. Ok, alors déjà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, super initiative d'utiliser la communauté, d'utiliser voilà, le fait de gagner de l'argent via les réseaux pour donner à des causes qui sont justes. Moi, j'ai envie de rendre l'appareil à, comme je te l'ai dit tout à l'heure en off, c'était Rêve de gosse qui m'a permis de faire deux choses quand j'étais plus jeune. Quand j'avais eu ma chimio, on a pu faire un baptême de l'air donc en avion. C'est pas le parachute, mais c'est vraiment faire des loopings, etc. dans un petit avion de touriste. C'était exceptionnel, sans sas. Chose que je ne refais plus maintenant parce que j'ai le vertige. Mais si tu veux, le truc de ouf, c'est vraiment, on est allé au centre, non, au circuit. C'était quel circuit? Le Castellet, je crois. C'était au Castellet, il y avait des essais de Formule 1. Et moi, j'étais fan de Formule 1 à l'époque. Et j'ai pu passer une journée avec Fernando Alonso quand il était chez Renault. Et du coup, j'ai mangé avec Fernando Alonso. On a discuté toute la journée. Alors, il parlait en anglais. Il y avait un traducteur qui nous suivait. Il parlait un petit peu français, mais du coup, il y avait un traducteur. Et ils ont donné les moyens pour qu'un gamin de 6 ans puisse passer un jour avec une star de Formule 1, manger avec lui. Je suis monté dans une Formule 1. Je n'ai pas pu la conduire, bien heureusement. Et j'ai eu une petite casquette dédicacée de Fernando Alonso. Donc, c'est un souvenir qui est fort. Et si aujourd'hui on pouvait un petit peu rendre l'appareil, c'est Rêve de gosse que je choisirais, ouais, tout à fait. C'est une très belle initiative. J'en avais déjà entendu parler de base parce que je crois que ça reste une association assez connue. Il me semble que j'avais déjà vu. Enfin, on a tous en tête des exemples, que ce soit en France ou à l'étranger, d'enfants qui ont pu vivre des expériences assez hors normes. Je me souviens d'un petit aux États-Unis qui avait un cancer pareil. Et ils avaient organisé toute une mise en situation où il était accompagné par Batman, etc. Donc je trouve que c'est magnifique parce que ce sont des souvenirs qui sont gravés. Et je pense que ces enfants qui vivent ce type de problématiques, ça peut énormément les aider dans le processus de guérison. C'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de respect, par exemple, pour les clowns d'hôpitaux, parce qu'ils ils apportent beaucoup de joie à des enfants qui en ont bien besoin. Donc, écoute, c'est avec plaisir que l'argent que va générer cette vidéo sera reversé à Rêve de Gosse. D'ailleurs, pour ceux qui ont envie de faire peut-être des dons en parallèle, sans directement, enfin, c'est possible, hein, si des âmes charitables nous écoutent et qu'ils ont directement envie d'aider l'association Rêve de Gosse, on mettra directement en lien dans la description le site, quoi, le lien URL, tu me l'enverras directement ou je le trouverai moi-même. Comme ça, si les barons de la communauté veulent aider plus que la vue par le biais de regarder la vidéo, même si c'est déjà utile, eh bien, ils pourront le faire et ça pourrait être très intéressant. C'est vrai qu'on sollicite beaucoup les gens pour qu'ils donnent, pour plein d'événements, mais c'est important de le faire, même si j'entends bien que d'un point de vue économique, c'est difficile et on ne demande pas à des gens qui ont des problèmes financiers d'aider parce que parfois c'est à l'euro près, donc ça, il faut le prendre en considération. Mais pour ceux qui peuvent le faire, pensez à la joie que ça peut apporter à un enfant qui se retrouve dans une situation extrêmement compliquée et qui a besoin d'une sorte de petit coup de pouce parce que c'est ça aussi être un baron. On en a longuement parlé à de multiples reprises sur la chaîne, c'est le fait de pouvoir générer autour de soi des choses positives. Et ça l'est vraiment. Et en plus, toi, tu as eu des beaux souvenirs grâce à ça. Ouais, donc, clairement, ouais. donc voilà, et c'est un moyen aussi symboliquement de leur rendre l'appareil. Donc il faut soutenir ce type d'initiative.
Stan, est-ce que tu as un mot de la fin pour conclure cette émission ça fait déjà 1 heure hein, qu'on parle, c'est passé hyper vite par contre, c'est impressionnant. Donc voilà, est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose à dire aux barons de la communauté ou à ceux qui peuvent nous écouter? Je te laisse commencer. C'est vrai que ça passe vite, c'est vrai que ça passe très vite. J'ai pas vu l'heure passer. Je te cache pas que j'ai l'impression que ça fait 15 minutes qu'on discute. J'espère que ça a été audible, que je me suis pas trop emmêlé les pinceaux et que bah voilà la cause. D'ailleurs, encore une fois, je te remercie de m'avoir invité, d'être le premier. J'avoue que je m'étais pas du tout préparé et ça fait du bien d'en parler spontanément parce que c'est vrai que si derrière ça peut aider des gens qui ont eu mon problème, d'autres problèmes, d'autres types de cancers, hein, comme tu l'as dit, les enfants, ils ont besoin de ça. Moi, clairement, les clowns, par exemple, j'y pensais plus, mais les clowns qui venaient tous les mercredis, je crois, ça m'a fait un bien fou. Et si tu veux, le fait de voir une star de la télé que tu regardes tous les dimanches, tu le vois en vrai, il te prend dans ses bras et te dit ça va le faire, et ben ça va le faire. Donc, c'est une très belle initiative. Ben écoute, merci Stan d'avoir raconté ton histoire. Merci aux barons qui nous ont regardé jusqu'au bout et qui peut-être vont donner ensuite à l'association Rêve de Gosse. Donc on met tout en description. Bien entendu, on mettra aussi tes réseaux, Stan, si vous voulez voir un peu les performances d'un go muscu. Donc voilà, et ben écoutez, c'était le premier épisode vidéo de Carnet de guerre qui sera disponible en podcast ensuite dans quelques semaines. Merci à vous les barons et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Stan et le doc. Ciao les barons.